bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est arrivé près de chez nous, le podcast culturel et lifestyle de We Are Girls. Dans cet épisode, Anaïs, Marine et Al sont avec moi pour vous parler de nos dernières découvertes et nos coups de cœur. Et on va faire un petit tour de table pour dire bonjour, parce que je l'ai pas fait la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Je crois que c'était pas bien. Bonjour Anaïs. Bonjour Hélène. Ça va et toi? Ben ouais. Alors, tu vas bien? Bonjour. En fait, on est en train de manger des sablés, faut le dire. Du coup, ça fait marrer de les faire parler parce que tout le monde a la bouche pleine. Bonjour Marine. Bonjour Hélène, comment tu vas? T'as eu le temps d'avaler, ça va? Je crois qu'Anne-Laure voudrait rajouter quelque chose. Mon goût de sablé dans ma bouche, j'arrive pas à... Et c'est bien, parce qu'en plus, la personne qui va commencer aujourd'hui, c'est Al. Donc, au sommaire aujourd'hui, nous avons les calendriers de l'Avent. On va parler convention geek parisienne. Et dans les coups de cœur, on parlera musique, série. Du coup, Al, je te laisse commencer. Oui. Alors moi, je pensais que le thème des calendriers de l'Avent était à propos, puisqu'on est mi-novembre et que là, je pense que voilà, tout le monde Il est temps. pense. Voilà, il est temps de s'en acheter un. Ou pas. Moi, personnellement, ça a toujours été un rituel chaque année, depuis que je suis petite, d'avoir mon calendrier de l'Avent. Alors, c'était très classique quand j'étais petite. C'était, voilà, par un temps, il n'y en avait pas 1000. C'était les chocolats. Moi j'ai toujours, chaque année je me l'achète. Ouais. Nous, je l'achète au travail, on fait un petit tirage au sort, c'est sympa. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui faisaient des calendriers de l'Avent personnalisés, parce que j'ai appris que ça existait. Comme ça. Musique triste, enfance désastreux. Mes parents ne faisaient pas de petits calendriers personnalisés à la maison. Le fameux calendrier do it yourself. Voilà, donc j'ai pas connu ça. Donc pour moi, quand la mode des calendriers de l'Avent, un petit peu dans tous les genres est arrivée, je connaissais pas. Il existe autre chose que les Il existe calendriers. autre chose que les chocolats. Voilà, du coup, ça fait quelques années que il y en a de plus en plus sur le marché. Et on ne sait pas quoi choisir. Enfin, il y a énormément de choix, un peu de tous les prix. Ça monte très très haut. Pour ceux qui ont vraiment un bon budget. Moi perso, j'ai déjà testé plusieurs fois calendrier beauté. J'ai essayé les thés aussi l'année dernière. L'année dernière. Donc voilà, là j'avais envie de tester autre chose. Je viendrai un petit peu plus tard. Vous aimez quoi? C'est vrai que je vous... Moi j'ai testé le beauté aussi et j'étais pas ultra convaincue parce qu'en fait il y avait plein de trucs dont je ne savais pas derrière en fait. C'est tellement pas... C'est un peu Ils voulaient un peu de tout, tu vois, genre t'as du rouge à lèvres, alors qu'on a du rouge à lèvres, enfin il y avait plein de trucs et forcément j'étais un peu large. Je pense qu'il vaut mieux prendre un truc un peu ciblé, genre si t'aimes le thé, prendre un thé. Non, moi justement j'avais le thé l'année dernière, j'ai fait ça, j'ai pris celui du Palais d'été. Donc qui est pas très cher, donc pour le coup, j'ai pas eu une grosse frustration derrière, mais c'est pareil, il y a de tous les thés. Moi j'aime pas tous les thés en fait. Je suis très thé noir et quand c'est le jour où j'aurai du thé, je fais pas. Surtout en hiver. T'es pas très été. Mais du niveau, c'est ça. Donc voilà, mais effectivement, c'est toujours la problématique, c'est que mine de rien, on est souvent un petit peu déçus. Mon plaisir où tous les matins, voilà, tu t'ouvres ta petite case, tu vois ce que je vais avoir aujourd'hui. Il faut quelque chose qui soit bien, quoi. Pas être déçu, c'est sûr. C'est pas que c'est pas bien, c'est qu'effectivement, dans du maquillage, on n'utilise pas forcément tout. Pareil, au niveau des thés, effectivement, on n'aime peut-être pas tout l'été. Il y a pas mal de choses qui se font. Parce que moi, parce que comme tu demandes un peu ce qu'on pense des calendriers de l'Avent, j'ai un petit traumatisme lié au calendrier de l'Avent qui n'est pas lié à l'enfance, qui est juste lié à ma vie d'adulte, où il y a 2 ans, je travaillais pour une grande marque de beauté et ma cliente m'a proposé d'avoir moitié prix sur un calendrier de l'Avent. J'étais ravie, elle me l'a apporté et au moment de me le remettre, elle m'a dit du coup, j'ai plus la réduction. Tu me dois 120 balles. Ma cliente, 120 balles un calendrier de l'Avent. Du coup, chaque matin, en ouvrant le calendrier de l'Avent, je disais 10 balles. Et c'était pas ouf. 5 balles, exactement. Mais tu te dis, merde, là, je suis tombée sur quand même un produit homme. Tu vois, c'est pas... Oui, ça, c'est un peu... Et le pire dans les trucs de beauté, c'est que c'est pas du tout personnalisé par rapport à ta peau. Donc, si tu sais pas si t'as la peau grasse, mixte, machin, et que si t'as la peau mixte et que tu tombes que sur des produits peau sèche ou peau grasse, t'es dans la merde, quoi. T'as dépensé vraiment de la thune pour rien. C'est pour ça que je suis moins risquée. Moi, je suis dans le calendrier Lego. Au moins, tu sais... En fait, c'est que c'est un Lego. Tu sais que t'as un Lego toujours. Alors, des fois, c'est juste un personnage, tu montes pas grand-chose. Après, c'est vrai que quand t'as la totalité de ton calendrier, il te reste quand même une petite déception, c'est que t'as pas monté un gros truc. T'as fait plein de petites choses. Alors, le Star Wars de l'année dernière, cette année, je l'ai pris sans Star Wars, donc juste le classique. Donc, je verrai. Oui, on me l'a offert, pardon. On m'a offert le Star Wars normal. Pas le Star Wars, pardon. Le calendrier Lego normal. Pas le Star Wars. Mais essaye d'être honnête avec l'auditeur, Hélène. Mais je l'ai pris, il était là, je l'ai pris, tu vois. Ah voilà, tu l'as pris dans ce sens-là. Mais ouais, du coup,
coup, il y a moins de risques. Après, je me prends souvent un chocolat. Souvent le le chocolat, c'est le mais je le partage pas. À la base, le calendrier de l'avant, c'est ça. Moi, quand je vois ceux au travail qui, justement, font un tirage au sort pour savoir qui va manger le chocolat, je supporterais pas. C'est son calendrier de l'avant. Calendrier de l'avant, moi, je chocolat sur un... C'est du partage, là, même aussi. Ouais, mais C'est attends, pas sur du les 24 jours, ça veut dire que t'en manges peut-être un, voire deux, c'est la limite d'équipe. Tu fais plusieurs calendriers. Moi, ce que je fais, c'est que j'en achète un pour l'équipe, il y a un tirage au sort, c'est un par personne, soit Et c'est une grande t'en prends équipe. pour toi. Et éventuellement, j'en prends un pour moi. Voilà, Ouais, d'accord. chez moi, Ouais, ça c'est frustrant. Bah oui. Sur la bouffe, c'est les mieux, je trouve. Enfin, c'est Ouais. les meilleurs calendriers. Là, du coup, j'ai essayé de regarder un petit peu là, cette année ce qui était proposé, un petit peu tout moi. Il n'y a pas de grande nouveauté, je trouve, par rapport à l'année dernière, par exemple. Et pour ceux qui ne suivent pas vraiment L'actualité des calendriers de l'avant, voilà. qui a lieu donc une fois par an. Exactement. Donc effectivement, autour de tout ce qui est chocolat, mais il y a énormément de choses. Il y a aussi des grands chocolatiers qui se sont mis à sortir leur calendrier. Donc ça peut être un gros plaisir pour le coup, si on veut autre chose que du Kinder. T'as des noms de grands chocolatiers, par exemple? Michel, par exemple. Ah ouais. Alors, 45 € le calendrier. Mais il y a Ouais, des ça très reste beaux, il y a une raisonnable. belle forme de petite fusée, c'est très joli et voilà, donc je pense qu'il doit être très très bon. Même Paul sort son calendrier de l'avant, spécial chocolat, donc là moins cher, on est à 19,90. Donc Ah ouais, on arrive à vraiment, quelque chose. petit Bah, mais Paul, c'est dégueulasse, hein, donc, Bah, t'exagères. bah, quand même. Bah, ça reste de la boulangerie industrielle, quoi. Avec des rats, Ouais, etc. mais bon, c'est Non, non, pas Paul. C'est un truc un peu bien sûr. Kinder, voilà. Mais Kinder, c'est bon dans le... Non, pour toutes les gammes. Ouais. Mais le truc, le Kinder, il est quand même... On revient au Kinder. Qu'est-ce qu'on a d'autre au menu? Soyons malins, achetons les calendriers d'avant 2 jours avant le début de Noël. Moins 50%, 2 achetés, 3e offert. Ouais. On est dans un truc où on peut se faire plaisir. Conseil, ouais. Donc voilà, effectivement, en termes de chocolat, il y en a plein. La maison du chocolat, alors je l'ai pas noté, mais moi je me souviens de l'avoir vu l'année dernière. Ouais. Mais cette année aussi, j'ai vu, il y a un peu. Tu sais que par exemple, chez Nature et Découverte, ils ont sorti plusieurs, là, ils ont vachement misé sur les calendriers de l'avant, dont un spécial gourmandise bio de Provence. Donc c'est assez. Ah oui, voilà, c'est très 37 €, c'est assez niche. Non, alors là, c'est vraiment le calendrier luxe, c'est chez Fauchon qu'ils ont sorti. Alors par exemple, c'est des petites fioles avec dedans donc, du foie gras, des lamelles de truffe, ce genre de choses. Ah. Et attention, il faut avoir un très bon budget, c'est 250 € le calendrier de l'avant. Ah oui. Mais là, c'est vraiment. Voilà, pour Ouais, si t'as du foie gras, des trucs comme Ta ça. petite fiole de truffe. Enfin, le matin, Ouais. comme tu l'ouvres, c'est un peu dégueulasse, hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas que le soir, tu peux dire, j'ouvre ma case le soir. Ouais, Ouais, tu non. manges tout le mois de décembre de la bouffe comme ça, ou alors tu la gardes. Ça se garde. De toute façon, forcément, si c'est pas le calendrier, Mais du coup, c'est t'as pas le plaisir d'ouvrir le truc Et de manger. Tu le gardes pour faire ton repas de Noël Voilà. le dernier jour. Il y a pas mal d'alcool aussi qui se fait en. Ouais, en plus avec la bière, ouais, ouais, bière. Notamment aussi chez Nature et Découverte, bière du monde. Donc moi, je me suis dit, ah, chouette. Je à 79 €. Ah, en même temps, c'est quand même. Non, mais c'est la boue. bière. C'est la boue, c'est juste que c'est sortir. Puis il faut se le trimballer, ils sont super lourds. Hein, C'est parce des que gros, ouais. 24 bouteilles. Ouais. Ça reste de la petite bouteille de bière, mais ça fait c'est un certain poids. Hein. C'est oui, c'est puis ça prend de la place quand même. Ouais. Très gros. C'est juste un peu calendrier de l'avant. L'alcoolisme, une bière par jour. Ah, Ça va, tout hein. en Mais quand t'as que ça dedans. Il y a la Merry Christmas aussi, de chez Saveur Bière, qui est donc un peu moins cher, 10 € de moins que celle proposée par Nature et Découverte à 69,90. Celle-là, on l'avait déjà vue l'année dernière, moi je m'en souviens graphiquement. Les pubs dans le métro, il me semble. Oui. Donc voilà. Il y a aussi du vin, pour ceux qui sont plutôt vin. Là, c'est pareil, c'est très cher, c'est proposé par la boîte du fromager. Donc, Ah oui, j'y reviendrai. Donc, soit un grand coffret, 12 bouteilles, donc c'est une bouteille tous les 2 jours, je pense que c'est Ouais. suffisant. L'abus d'alcool est dangereux pour Deux la petits santé. calendriers de l'avant, quand même. Hein. Donc, il y a par contre 119,90 €. Donc, là, c'est encore du gros budget. Ou sinon, il y a le plus petit avec 24 mignonnets à 79,90 €. Ça fait vraiment alcoolique aussi. C'est vraiment pour des seuls chocolats que tu fais voilà. Ah, oui, dans l'avion. Mignonnette. Oui, il propose, et ça, parce que là, je me suis dit, bon, c'est la boîte du fromager, en fait, il propose du vin. Il propose pas, bon, le fromage, c'est compliqué, mais il propose sinon un calendrier de l'avant du 19 au 24 décembre. Donc, c'est vraiment très précis pour le fromage, où, du coup, il y a 6 fromages. Et ça, c'est à 34,90 €. Ouais, parce qu'en même temps, si. Bah, tu peux pas conserver ça. Comment tu tues ton appart Bah, ouais. ou alors ça, ouais, tu mets au frais. Je pense qu'ils sont pas capables de le vendre parce que ça se conserve pas à 24 jours. Non, c'est un peu compliqué, le fromage. Ou alors il te faudrait un carton qui fait que ça maintient au frais. Je sais Enfin, ça pas. serait très compliqué, je Ouais, pense. très Et à compliqué à mettre en livrer. place. Et, Bon, là, je trouve que finalement, leur proposition, elle est pas si mal. Ouais. De se dire, sur les derniers jours, on propose 6 fromages. Pourquoi pas? La petite étonnée, il y a aussi muesli. Il y a des barres de muesli. Ah ouais? Je sais pas si je le prononce très bien. Muesli. Muesli, voilà. À 49,90. Donc ça m'a donné envie, ça avait l'air très bon. Chez Une qui? barre My Muesli. Ah, Je crois que je le prononce très bien. C'est très étrange, hein, ce cadre de l'avant aussi. C'est vrai, Je ça vous ai vous tombé a dessus, tout j'ai mangé. cherché ma petite recherche. Non, mais ça a l'air du coup, c'est une barre par jour. Genre, t'as ton petit déj un peu tous les matins. Mais pourquoi pas? Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais c'est trop équilibré pour le Ouais, calendrier de l'avant. ouais, j'avoue que c'est. Bah, moi, je trouve que c'est pas mal ça. Alors que de la bière, finalement. Mais bon, c'est quand Il y a un même, truc fixe. muesli, c'est quand même 42,90 quoi. Et ouais, mais c'est du muesli. Donc pour ton petit déj, Ah ouais. Ça fait cher le. Voilà.
part de musique. Donc grosso modo, j'ai pas tout noté, hein, mais donc il y a vraiment pour tous les prix, tous les goûts en termes de nourriture. Après, on arrive à l'autre mode qui est celle de la beauté. On va commencer à... Là, il y en a, mais c'est fou. Ouais, non, mais toutes les marques, ça, il y en a plusieurs, je crois. Et puis il y en a plein qui sont en rupture très rapidement. Oui, toutes les marques sont Je me souviens de, je crois que c'est pas Essie qui en fait avec les vernis. C'est les Messi que j'ai noté, bon, 75 € quand même. Je me dis, c'est fou parce qu'ils sont en rupture très vite. 75 €, 24 vernis, ouais. C'est des petits, ouais, mais c'est petits pareil, tu vernis. utilises Il y a plein de marques qui s'en foutent. Ouais. Moi, j'ai plus du tout envie d'acheter effectivement calendrier Oui. beauté. Ouais, tu vas te retrouver avec des vernis que tu mettras jamais. Souvent, les coffrets sont très très Ils sont beaux, magnifiques, etc. ouais. Mais en fait, tu portes pas tout. Enfin, les 24 vernis. Après, tu mets dans des petits paquets, tu les offres à Noël. C'est horrible. Non, je les offre pas. Et là, elle est blogueuse. Effectivement, je redonne après, enfin, tout ce que je 30 ans. n'utilise pas, tu vois, Ouais, les c'est calendriers, le prix des calendriers. Et là, qu'est-ce qu'on achète dans la beauté? On achète des échantillons. Oui, parce que c'est jamais souvent, Il y a ça, il y a très peu de full size. Après, il y en a des très beaux. Alors, moi, j'ai un peu regardé. Par exemple, chez Estée Lauder, donc c'est cher, mais il y a une édition limitée Carousel qui est magnifique. Bon, 280 €. C'est la version plus classique où c'est 12 jours. Donc, voilà, une case tous les 2 jours, 75 € quand même. Donc, vous voyez, la beauté, c'est toujours tout de suite très cher. Il n'y en a pas vraiment de petit prix, quoi. Non, c'est clair. Celui chez Kiss, j'ai trouvé, enfin, graphiquement, encore une fois, il est super beau, ça fait des C'est très valises de voyage, tu vois, et t'as vraiment beaucoup de produits. Mais là aussi, c'est pareil, c'est pour Mais c'est type cher. de peau, donc, Ouais, et puis C'est pas très personnalisé. Bah non. Effectivement. Et sur de la beauté, je trouve que c'est très compliqué. On va pas être satisfait sans un type de calendrier. Je m'étais noté aussi chez Rituals, il y a un super beau en forme de sapin, donc 89 €. Bon, de toute façon, tous les prix que j'annonce en beauté, ils sont. Et tu vois, c'est un peu des trucs pour la maison en plus, donc c'est sympa. Enfin, tu sais, t'as Des bougies. des bougies, donc Pour celles qui aiment aussi les bougies, il y en a aussi des calendriers spéciales bougies. Donc, Genre, ça ça a à 24 40. Durance, ouais. Ça va être des petites, les petits. Des gens plats, quoi. Ah oui, super. On est 4, chacun on se motive pour faire un calendrier de l'avant pour l'autre. Ouais, Et du ouais, coup, c'est vrai tu que crées c'est- un ouais. truc personnalisé. Et Tu tous mets les un matins, budget. on pensera à vous. Mais ouais, tu sais, Ouais, tu mets ça un va. petit budget et du coup, Ça peut être un truc à lancer. t'as des trucs vraiment liés à ton. Tu sais, un peu comme ils faisaient les. Tu sais, les youtubeuses, elles s'envoient des packs de cadeaux. Ouais, des trucs comme ouais, ça. c'est Mais... chouette. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Je suis sûre que ça se fasse encore beaucoup. Ouais. Mais du coup, ouais, tu fais un cadeau personnalisé parce que tu connais. Là, on pourrait faire des calendriers d'avant. C'est mieux que C'est le bon, on Secret Santa. connaît. Tu te lances, elle? Ouais. Par contre, tu Vas-y, nous refiles hein. pas tous les trucs gratuits que t'as partout, hein. Les casquettes, Fortnite et compagnie, moi, j'en veux pas, hein. En vrai, un mois, c'est possible. Hein. Après, il faut 24 petites idées, mais ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. ça. Et à chaque fois, une explication de pourquoi. Bref, donc non, je suis passée sur en gros la bouffe et la beauté. Après, je me suis dit, bon, faut aller chercher un peu ce qui se fait au niveau geek, pour le coup, un peu ce qui nous plaît. Il n'y a pas grand chose, donc effectivement, Lego, Playmobil, éventuellement, Ouais. ils sont pas d'ailleurs pas trop chers. J'étais assez. J'attendais, je sais pas, j'avais le souvenir que les Playmobil étaient beaucoup plus chers. Ouais, non, En non. fait, non, ils sont. Mais comme c'est des dans petits les- trucs à chaque fois. Ouais, mais Ça comme se t'as fait pas eu plutôt bien. d'enfance, tu sais pas tout ça. C'est vraiment un peu. J'ai vu qu'ils proposaient des. Alors, ça, je sais pas si tu as vu, Hélène, des calendriers en édition limitée, Avengers Infinity War et Star Wars avec des pièces de collection. Ah bon? Mais à quoi ça Oui, va? sur une édition limitée. Bah, c'est des pièces, C'est des vraiment pièces, de collection. Donc, il y a des après, pièces comme une pièce de monnaie qui est. Ah oui, ouais. une vraie pièce. les Ça enfants, arrive souvent. un calendrier, en fait, escape game. Ah! Là, c'est chouette. Alors, c'est plutôt. C'est des cher, choses ça coûte 12 € et en fait, alors, c'est chez. T'as un cadenas et t'as Non, trouvé pas le du tout. En code. fait, c'est vraiment que du papier, mais il y a une énigme par jour pour les enfants. Et en fait, avec en parallèle les parents qui doivent préparer les petites surprises. Ouais. Et après, ça va les faire un petit peu travailler. Et enfin, ça va être super ligne. Je rêve d'une énigme par jour en fait. Ouais. Pour débloquer entre guillemets ton. Et en fait, a priori, tout est lié. Alors, je sais pas, je l'ai pas acheté, mais toutes les énigmes sont quand même liées. Et à la fin, t'as vraiment un but et c'est Ah oui. ton cadeau, etc. Ça a l'air d'être assez bien fait. Et c'est vrai que je me suis dit que c'était dommage qu'il n'y ait pas. La version adulte. Mais dans les calendriers geeks, j'en ai vu un aussi, c'est Funko Pop Oui. qui en fait un Ah Harry Potter. ouais? Tu m'as pris. C'est celui que j'ai acheté cette année. C'est celui que tu as acheté, Ah, c'est vrai. d'accord. Ouais. Alors, c'est pas des grandes, c'est des mini. Oui, c'est des Funko. mini. Puis, ouais, ça en fait beaucoup quoi. Ouais, je ne sais pas où je vais les Elles font- elles font- J'ai un peu je crois que c'est 5-6 cm, un truc comme ça, c'est vraiment c'est des des petits petites. Funko Pop. Mm. C'est Ouais. que du Harry Potter. C'est que Harry Potter. Et c'est pour ça que vu que moi j'ai pas de Funko Pop Harry Potter. J'avais envie d'en avoir 24. Bah, ouais, D'un coup, voilà. c'est les prendre. Tous. Je vais faire et moi, je vais tous les avoir. Tous. Même les personnages dont on se souvient pas du nom ou de. Ouais, franchement. Elle va avoir Luna dedans. Putain. Oui, c'est vrai. Il y a énorme. Ah, mais je pense que t'as peut-être les animaux fantastiques avec. Ah, je suis pas moyen. sûre. Non, t'as Non. peut-être plus des. Mais non, mais c'est facile. Attendez, on va compter 24 personnages. Il y en a. Dumbledore, Harry Potter, Hermione, Ron. Non, alors est-ce qu'ils vont pas mettre
Plusieurs Harry. Tu vois, Harry et sa chouette. Voilà. Harry en cible. Ouais, je vous dirais. Donc ça, c'est Ils vont s'éclater chez toi. Tu vas tous les mettre là et bon. C'est vrai que j'ai un peu craqué, je l'ai vu, je sais pas, ouais, trop bien, et je l'ai acheté, et je sais pas où je vais les mettre, sincèrement. Et t'as acheté ça où? Sur Internet. Sur Internet. Combien il coûte? 55. Mais si tu ramènes à... Voilà, Ouais, 24, on est d'accord. 55, Pour 24 francs. Tu vois, bon, c'est des mini, mais je trouve que c'est honorable, tu vois. En fait, il y avait rien d'autre qui me faisait envie cette année. Ouais. Si, moi, il y en a un, mais côté bouffe, celui que j'ai vu de la Comtesse du Barry. Oui, C'est ouais, bon, c'est ça. Il est magnifique. Ouais, Genre, parce que déjà visuellement, on dirait pareil un vieux manège, un vieux carrousel comme ça, tout rouge. Et en fait, déjà les produits de la Comtesse de Barry sont très bons. Donc à l'intérieur, tu retrouves toute leur pâte d'amande, bonbons, tous ces trucs-là, leur savoir-faire. Et surtout, il est fait façon Charlie la chocolaterie, c'est-à-dire que dans tous les calendriers de l'Avent, t'as un Ticket d'or. et t'as 5 tickets d'or dans toute la France. C'est super malin. T'as, je sais plus combien de tickets argent, et t'as la majorité qui sont des tickets bronze. Si t'as un ticket bronze, donc c'est-à-dire que de base tout le monde gagne ton ticket bronze dans le calendrier de l'Avent, tu vas l'échanger contre une petite terrine à partir de la Saint-Nicolas. Tu peux aller en magasin retirer une terrine avec ton ticket c'est bronze. tu gagnes forcément, t'as Tu gagnes forcément un forcément. truc. Le ticket argenté, c'est une terrine plus grande ou un petit bloc de foie gras, je sais plus. Non, c'est du bloc de foie gras. Et les 5 tickets d'or, c'est pour gagner des énormes coffrets des 190 ans de la Comtesse du Barry où t'as plein de trucs. plein de trucs, du foie gras. C'est très malin d'avoir fait ça pour le coup. Ouais, franchement, c'est une très bonne idée parce que, comme tu dis, t'as le plaisir, tu sais que t'as gagné à tous les coups quelque chose en plus de ton calendrier d'avant, quoi. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est un petit peu moi tout ce que j'ai vu. Pour les enfants, je suis pas trop allée voir parce qu'on n'est pas concernés. Mais il y a toujours les chocolats. Ou par exemple, j'ai vu chez Crayola où ils proposaient pour 20 € un coffret où il y a vraiment une activité par jour avec des petits accessoires, etc. Donc il y a quand même des trucs aussi qui sortent. Voilà. Donc moi cette année, ce sera le Funko Pop Harry Potter et peut-être un chocolat quoi. Je ne vois pas pour le coup repartir sur de la beauté ou quoi. Moi, pour le concept que j'aimais bien, bon, c'est l'outil et c'est du chocolat qui m'intéressait pas spécialement, mais le calendrier de l'après. C'est un calendrier qui commence le 25 décembre jusqu'au 31, enfin jusqu'au 1er janvier. Et du coup, t'as moins de chocolat, mais c'est le calendrier de l'après. C'est juste le principe d'avoir ce calendrier de l'après et de pouvoir continuer jusqu'à la fin du mois de décembre. Souvent, en plus, il y a une déprime après. Bah, c'est ça. Souvent, c'est un peu déprimant. Non, t'as pris ta petite habitude d'avoir un petit chocolat, ton petit cadeau de matin. Donc j'aime bien le principe de pouvoir continuer après et de tout à fait. Mais il faudrait avoir autre chose que du chocolat parce que t'en reçois plein à Noël, donc je trouve ça un peu bête d'en manger après. C'est vrai que cette année, je me tenterais bien un calendrier de chocolatier. Pas pour les éditeurs. Alors, tu sais, me dire, je prends un calendrier d'adulte un peu, tu vois, pour essayer des trucs un peu mieux. Ouais, mais voilà, franchement, c'est plus cher et moi, je vais payer quand même 55 € dans le Funko Pop Harry Potter. Et moi j'aime beaucoup le Nux qui a fait un collab avec Love Organic. Donc c'est un... tu veux repartir sur de la beauté. Parce qu'il y a du thé avec, j'aime bien le concept. Oui, mais d'accord, un coup thé, un coup beauté. Ouais, donc t'es à 12-12. Il y a quand même des trucs dont tu fais pas ça. T'as 10 thés et après t'as 14 produits. Mais c'est des trucs un peu classiques. Et là je suis en train de regarder en même temps sur internet. Sur Nux il est vendu à 69 € et sur Format Simple il est à 46,30 €. Donc il y a aussi des différences de prix assez grandes entre les revendeurs et des pharmacies avec des paras un peu moins chers. Pareil avec l'Occitanie, ils proposent à 46 €, je sais pas si c'est le prix. Ouais, là c'est des crèmes pour les mains, non? C'est ça qui font, ouais, pour le collant aussi. Ils en font un super beau là encore cette année. Ils sont très beaux. En fait, souvent c'est ça, c'est qu'ils sont hyper attirants sur la beauté et les packaging sont souvent magnifiques. Et après derrière, c'est effectivement, il faut que ça colle et. Je suis trop déçue sur la beauté, moi je. Par rapport au prix, je trouve ça dommage parce que il y a trop de produits que tu n'utilises pas après. En même temps, on parle des calendriers de l'Avent, mais Hélène va nous les faire. Donc Bah oui. Il faut un budget, il faut que soit je les change en face, soit on me file l'argent, tu vois. Ah ouais, tu vas les vendre. Tu me donnes ton budget, moi je te fais ton calendrier. On va faire un e-commerce, le calendrier de l'Avent. Il n'y a pas de calendrier de l'Avent pour chat? Si, si, bien sûr que l'année dernière, j'en ai fait un à mon chat, il avait tous les jours de friandises. Et c'était des petits pochettes friandises. Hyper différent. Je te jure qu'il était chez Trixie. Ouais. Tous les trucs pour animaux là. Ça Ça existe pour chiens et chats. Et ça coûtait que dalle, hein. C'était vraiment pas cher quoi. Et je l'avais eu en cadeau avec une commande, je crois, chez Animaux ou un truc comme ça. Et franchement, tous les matins, moi j'ouvrais mon petit calendrier Kinder et lui il était là en mode. Non, lui il l'ouvrait aussi avec la petite dent et il ouvrait sa petite case. Il attendait derrière son calendrier, c'est ça qu'il y avait de la bouffe à cet endroit-là et qu'il était prêt. Et franchement, il y avait plein de sachets. Alors il y a eu quoi, un seul qui lui va plus.
lu dans la totalité. C'était jamais c'est différent. ouais. Et le jour de Noël, enfin le 24, c'était un jouet. Oh. C'est pas un. C'est un petit. Ouais, tu te poses comme ça. Après, ça dépend si ton chat est difficile à manger. Enfin, moi, le mien, c'est un glouton, donc il n'y a pas de problème, il mange tout. Mais si tu lui dis, ouais, il va pas manger les trucs dedans. Non, c'est quelle idée d'avoir posé cette question. Bah, tu vois. Tu vas investir maintenant. Je vais te sentir obligée de lui acheter un calendrier. Bah obligé, bien sûr, moi je vois le chat, du coup je me dis, il y a forcément des choses qui Oui. existent. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à regarder pour les animaux. Donc voilà, c'est Et ben écoute, merci. Je pense que faut que je travaille maintenant sur ton calendrier de l'avant. Avec tout ce que tu as lu Mais je peux Comic-Con, pas. je pense que tu es vraiment transition. facilement, tu peux nous faire 8 calendriers d'avant. Ouais, 3 pour nous et 5 pour les auditeurs. Du coup, Marine tease mon super sujet. En 2 week-ends, j'ai fait 3 salons. Paris Manga, Paris Manga Sci-Fi Show en entier, qui était du coup sa 2e édition cette année, parce que une ne C'était que la suffisait deuxième. pas. Non, mais c'est la 2e cette année. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu une première session en début d'année. Alors, aucune idée. Il y en a une en mois de... Oui, c'était février-mars. Et là, du coup, une deuxième en octobre. Une semaine avant la Paris Games Week et la Comic-Con, qui sont tombées cette année exactement la même semaine. Ça, c'est la première fois. Ouais. Alors, je pense alors je sais pas s'ils espéraient ne pas tabler sur le même public, mais je pense qu'il y a eu quand même un impact. Effectivement, c'est pendant les vacances scolaires, mais il y a 2 week-ends pendant ces vacances scolaires. Ouais, Ça aurait été peut-être pas mal de les répartir. Effectivement, t'as un week-end où il y a le pont, donc ça aurait pu être compliqué. Mais donc, du coup, j'avais fait les 2 salons. Paris Manga, donc très axé sur le manga, la culture japonaise, mais avec une partie science-fiction. En l'occurrence, il y avait du monde de Charmed et de Smallville. Et aussi, j'ai pas compris pourquoi ils étaient là. en fait, c'est pour la partie sci-fi qu'ils mettent en avant, sachant que maintenant ils mettent aussi en avant des comics avec des auteurs et illustrateurs qui sont là et du catch, puisqu'il y a des catcheurs. C'est n'importe quoi. C'est quoi la cohérence de ça? C'est pêle-mêle. C'est un peu ce qui m'embête de plus en plus avec ces comme salons, un c'est que d'avant. comme je pense qu'ils n'arrivent pas à remplir entièrement sur Parce que le manga, tu as quand même la Japan Expo à Paris qui prend beaucoup de place, qui s'était à un moment transformée en Japan Expo Comic Con, où les deux se sont séparés, maintenant ce sont deux événements différents. Mais effectivement, c'est compliqué de remplir un event sur un seul sujet. Et là, effectivement, Paris Manga, c'est rassemblé avec le Sci-Fi Show, donc ça fait Paris Manga Sci-Fi Show. Donc t'as un mélange des deux, donc tu te retrouves avec une scène qui va parler manga, diffuser des animés, avoir des dessinateurs, et une scène où tu as tous ces panels d'acteurs américains qui viennent, et il y a aussi les catcheurs qui viennent. Alors ça reste, c'est des acteurs, les catcheurs, donc pourquoi pas, mais c'est un peu spécial. Et au milieu de tout ça, tu as des youtubeurs qui viennent faire des dédicaces. Je vois encore moins le rapport avec tout ce bordel-là. Je trouve ça très étrange. Ouais, non, c'est assez étrange. En fait, tu te retrouves dans un rassemblement complètement hétéroclite. Alors, tu te retrouves avec des gens qui sont costumés manga, avec des gens qui sont costumés liés à la science-fiction. Ça fait un mix très étrange, pareil dans les boutiques, puisque c'est des salons avec beaucoup de boutiques. Donc, t'as les boutiques de perruques, t'as les boutiques de sabres, t'as les boutiques très Japon qui te vendent des objets traditionnels, vraiment un effort de qualité là-dessus. Puis à côté, tu vas avoir des boutiques qui te vendent des pins Disney fake, d'ailleurs. Bravo, l'organisation cette année, c'était un peu compliqué là-dessus. Et t'as un grand mélange de tout ça. Et du coup, j'ai l'impression que le salon a de moins en moins de sens. Oui, parce que c'est surtout que tu retrouves les mêmes trucs aux autres. Parce que genre, à la Paris Games Week, tu retrouves aussi des stands de très japonais, tout ce qui est boutique, effectivement, les boutiques, tu les retrouves sur tous les salons, c'est toujours exactement les mêmes. Les boutiques de figurines, tu vas retrouver les mêmes à chaque fois. Moi, c'est la 4e année que j'y vais. Et en fait, ça évolue vers encore plus de sujets, de trucs mélangés. C'est-à-dire que plus les années avancent, et plus je me dis, mais pourquoi il y a beaucoup moins de sens à l'histoire. Là, quand j'avais été en février-mars, j'étais même intervenue, on avait fait on avait fait un podcast, on a enregistré sur place avec un podcast. Et le problème, c'est que le public des comics, c'est pas écrit dessus, tu vois, c'est écrit Paris Manga, c'est pas comics, tu vois. Et du coup, les gens viennent pas. En fait, le truc est pas bien brandé pour que tu comprennes exactement de quoi parle le salon. C'est que ça crée un mix très étrange. Mais du coup, tu fais des découvertes. Donc, j'ai découvert des jeunes filles qui dansent sur de la musique coréenne. Mais disons qu'elles ont un stand. De la K-pop. Disons qu'elles ont un stand énorme. Il y a une toute petite télé qui diffuse un clip avec la musique et elles dansent toutes comme si elles dansaient pour leur vie. Et j'ai trouvé ça dingue. Et t'as vraiment des associations comme ça qui essayent de créer des groupes de danseuses et tout. C'est un mouvement de malade, Donc Paris Manga. Et donc du coup, la semaine d'après, il y avait la Paris Games Week et la Comic Con qui tombent en même temps. Paris Games Week un peu plus long puisque c'était le moment où on enregistre, c'est toujours en cours. Donc en profitant des vacances, ils ont fait ça du vendredi au mardi de la semaine d'après. Qui faisaient pas avant ils finissaient le dimanche ou le lundi, mais là cette année ils ont complètement décalé. Et parce que beaucoup de monde.
parce que je pense que c'était plus arrangeant avec les vacances scolaires. Et voilà, c'était peut-être plus facile de faire le week-end et la semaine d'après, puisque t'avais le pont après derrière, peut-être pour les parents qui prenaient leur journée pour accompagner les enfants. Et tu avais la Comic Con Paris qui, elle, se déroulait du vendredi au dimanche. Donc vraiment chevauché, chacun à l'autre bout de Paris, bien sûr, un porte de Versailles et puis un à la halle de la Villette. Donc t'es content. Pratique. Voilà, très pratique. Deux publics différents sur le papier, mais en réalité, ça reste un public geek. Donc Paris Games Week, qui cible les gamers, mais avec un public qui est quand même de plus en plus jeune. C'est assez fou. Et Comic Con, du coup, cette année, j'ai trouvé que c'était peut-être la moitié des gens étaient des cosplayers. Donc il y a vraiment énormément de déguisés, pour eux, c'est des moments importants, tu vois, tu peux venir habiller dans tes super Oui, parce qu'au début, il faut dire que... Mais du coup, la vraie question, excusez-moi. Par rapport à celle de, tu vois, de San Diego, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est la troisième, c'est de mieux en mieux. Quatrième, troisième? Je sais pas. Toi, tu poses des questions très chiffrées ce soir. Moi, je les ai tous faits. Ah, ouais. C'est assez récent, mais c'est vrai qu'au début, c'était Chibuy. En fait, au début, c'était la Japan Expo. Après, ils ont pris leur liberté pour faire leur propre événement. Mais effectivement, ça n'a rien à voir avec la version américaine. Je finirai par la Paris Games Week, j'ai d'abord parlé de la Comic Con. Attends, excuse-moi. La question que tout le monde se pose parmi nos auditeurs, es-tu déguisée, Hélène, quand tu vas à ce genre d'événement? Non, j'ai fait un cosplay dans ma vie. La première fois que j'étais à la Japan Expo, je crois que j'étais encore au lycée, où j'étais déguisée dans le personnage de Utawa Hiromono, que personne ne connaissait, bien sûr, mais comme ça, personne ne m'a pris en photo et j'ai pas eu de soucis. J'avais des petites oreilles c'était un personnage d'animé, j'avais des petites oreilles. Alors, il se trouve que plus tard, j'ai appris que l'animé était adapté d'un jeu pornographique. Je ne savais pas. Bravo, j'avais juste vu l'animé, tu vois, j'avais pas cherché sur internet d'où ça sort. Du coup, depuis, Hélène est interdite de déguisement. Non, mais approcher les enfants. C'est pas ma passion parce que effectivement moi ça me gênerait beaucoup et en fait les gens sont arrêtés pour être pris en photo et c'est pas enfin moi j'y vais pas pour ça, j'y vais pour les conférences. Là tu vas pour prendre les gens en photo. Oui, même pas, ça me gêne vachement de prendre les gens en photo, tu vois. Donc Comic Con Paris cette année ils accueillaient comme Paris Manga Charmed mais du coup pas les mêmes acteurs. Ils avaient un peu séparé le classement en deux. T'avais Shonen Doherty et mais c'est pas la même génération. Et Piper. Ça c'est pas la même génération. Il y avait pas le nouveau cast. Non, pas le nouveau cast. C'était que l'ancien cast mais qu'ils avaient divisé en deux sur les deux. Parce qu'elles sont plus très amies, je crois, depuis que Piper a pété Léo. Et du coup, il y avait Piper et Léo dans un et l'autre, je connais plus le nom des personnages. Pro dans l'autre. Shonen Doherty. Magnifique. C'est Pro. Et donc du coup, donc ça se déroule sur des séances photos, des séances de dédicaces, des conférences où le public peut poser des questions à des acteurs. Mais cette année, il y a eu un très grand effort qui a été fait côté comics. Moi, c'est pour ça que j'y vais au départ Comic-Con, j'y vais pour les comics. Et donc cette année, presque tous les éditeurs de comics en France étaient présents. Donc tu avais Urban Comics, Panini Comics, iComics, Norgle, Bliss. Donc vraiment les gros comme les petits, ils étaient là. Glénat aussi était là. Et il y avait vraiment une envie de faire bouger à ce niveau-là. Donc t'avais des dédicaces sur tous les stands. T'avais vraiment les auteurs qui étaient là, les comics qui étaient mis en avant, des couvertures exclusives, des lithographies qui filaient quand tu faisais des achats. Faut vraiment que tu les fasses dédicacer. Donc t'avais un gros boulot qui a été fait là-dessus. Et tellement gros que les stands Funko Pop, qui l'année dernière avaient envahi la Comic Con, ont disparu. C'est la fin des Funko Pop. Non mais en fait ça m'a fait un effet de fou, c'est que quand tu voyais le salon de loin l'an dernier, j'avais l'impression de voir des Funko partout et que des boutiques. Et là, cette année, t'avais des beaux stands de comics. Et je me dis, ça fait plaisir, c'est des éditeurs qui sont vraiment déplacés. Des vrais fans, quoi. Exactement. Et du coup, ça avait beaucoup plus de bouquins. Alors, je sais pas s'ils révéleront les chiffres, si certains parleront. Mais ça donnait vachement plus envie de lire et ça faisait vachement plus comics. Alors, on est très loin, très loin des versions américaines. C'est-à-dire que, les comics qui sont là, alors t'as quelques avant-premières, mais c'est des avant-premières françaises. C'est-à-dire qu'ils sont déjà sortis aux US depuis longtemps. Tu vas pas avoir, comme tu as aux US, des jouets, des collectors, en édition limitée. En fait, ils en ont quelques-uns qu'ils exposent, qui viennent des US en mode tiens, regardez, c'est là, mais vous pouvez pas les acheter. Voilà. Donc, ça reste encore un peu limité, mais on sent qu'il y a une envie de faire du mieux. Et en fréquentation, il y a plus de monde aussi, du coup. En fréquentation, j'ai eu l'impression que c'était un peu moins blindé que l'an dernier. Ah ouais? Peut-être un peu mieux organisé aussi dans les couloirs, la manière de faire les choses. Peut-être des conférences qui ont plus intéressé les gens, puisque les conférences se remplissent quand même très vite. Après, il y a toujours un double niveau, c'est-à-dire que là, il y avait Sony qui était présent pour présenter Nicky Larson. Ah oui, super. Alors, comment dire que voilà, la Comic-Con Paris qui présente Nicky Larson, bof quoi. Mais bon. Donc t'as des choses un peu pareilles. Il y avait le Grinch qui était mis en avant. Oui, ils ont fait un beau truc en plus. Oui, c'est beau, mais voilà, mais en fait c'est ça, c'est le protocole officiel, c'était le Grinch. Ça se transforme en pub quoi. Ça reste ça reste quand même très publicitaire. On est obligé pour avoir du sponsor là-dessus. En tout cas, j'ai trouvé que cette année il y avait quand même un mieux, vraiment un mieux côté Comic-Con et toi tu les as toutes. Ouais,
je l'ai fait à chaque fois, donc j'y vais une journée, tu vois, je vais pas y passer les 3 jours. J'essaye de cibler une journée avec des conférences qui m'intéressent, avec des artistes que j'ai envie d'apercevoir. Et du coup, là, j'avais ciblé le dimanche, puisqu'il y avait Jenna Coleman qui était là, où j'ai fait ma photo de star, un truc que je n'avais jamais fait. Donc, en plus de mon accred, j'ai payé pour une photo que j'ai fait. Donc, j'ai fait la file avec les gens. J'ai passé mes 10 secondes. Non, j'ai pas attendu longtemps parce que j'ai profité de l'accréditation pour rentrer en avant-première, en fait, dans la salle et dans la file d'attente. Je ne sais pas mélanger avec la populace. J'étais mélangée avec la populace, mais ils sont arrivés après, quoi. Donc, j'étais 4e dans la file d'attente. Elle est arrivée, elle s'est posée. Le premier a pris sa photo, le deuxième, le troisième, et on m'a dit c'est à ton tour. J'ai fait hi. J'ai posé. Au moment où elle allait appuyer sur le bouton, j'ai fait si je mettais ma main sur le côté, je fais genre vite un truc pour que tu vois, enfin juste pose, fais quelque chose. Je savais pas quoi et faire. Puis après on m'a dit thank you et puis vas-y quoi, va-t'en. Et t'étais là genre je voulais la toucher, je voulais lui parler. Tu peux pas, t'as pas le temps. C'est franchement quand je dis 10 secondes, mais c'est même pas 10 secondes. Tu te rends même pas compte du truc. Tu te jettes sur elle, elle te dit photo, hop, voilà, c'est ça. Elle fait un effort, elle sourit sur toutes les photos, elle fait des gestes, des machins. Si tu le tends un objet, elle va faire la pause. Ils sont habitués. En fait, c'est impressionnant. Plus de peine pour eux. J'ai l'impression que c'est des animaux de sport, quoi, des machines qui font ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures en mode. En fait, ils s'en foutent de la poche, mais. Je pense qu'ils s'en foutent de la poche, mais c'est pas c'est tellement pas gratifiant pour eux. Même eux, tu peux pas échanger avec tes fans quand t'es comme ça. C'est-à-dire que tu leur parles pas. C'est juste. Est-ce qu'ils ont envie peut-être? Tu dois faire des câlins. Non, mais là, c'est pas gênant parce que c'était, comme tu disais, je pense que c'est pas une actrice où, genre, tu veux lui faire des câlins. Il y en a aussi, il y avait quelques mecs de la convention. Ouais, voilà. Et je me souviens, moi, de la convention Outlander, où quand même, la série se prête un peu plus, c'est-à-dire que Jamie et Claire, c'est en mode romantique, machin et tout. Et donc, la moitié, on avait le droit à 3 poses différentes. C'était le câlin, le dos à dos. Là, il y avait pas, là, tu prenais juste la photo. Et en fait, t'avais plein de meufs qui leur demandaient de faire, qui lui disaient, je veux que tu me regardes comme tu regardes Claire, je veux que tu te mettes genre un pied à terre en mode demande-moi un mariage, les câlins sont hyper gênants parce que il y a même des gens, clairement, t'as pas envie de leur faire des câlins, enfin, quand tu les vois arriver, tu fais, waouh, t'es obligé de leur faire des câlins. Et moi, ça me mettrait très très mal à l'aise de faire ça. Et du coup, autre salon qui avait lieu en même temps, la Paris Games Week. Donc, comme tous les ans, on a un petit peu bataillé pour assister avec Anaïs à la soirée du jeudi. Donc, c'est une soirée qui au départ était réservée à la presse, qui maintenant est juste appelée soirée avant-première, parce qu'il y a des gens qui peuvent gagner des places et qu'il y a finalement pas mal de monde. Alors, c'est loin des allées blindées des jours d'après, mais ça reste beaucoup de monde qui fait que au final, si tu veux vraiment tester les jeux, tu dois quand même attendre. C'est surtout que c'est un peu dommage par tous les stands ne sont pas accessibles. Et effectivement, les stands sont privatisés pour la soirée, donc tu peux gratter, négocier des accès. Et effectivement, si tu vas aller chez les grands, donc PlayStation, si tu veux passer dire bonjour chez Orange, si tu veux aller chez Core Media, enfin tous les stands sont privatisés. Parce que t'as des cocktails sur place, c'est le moment de serrer les mains, de rencontrer les artistes. Puis t'as des youtubeurs. Il y a des youtubeurs, il y a des stars qui viennent. On a vu Laurent là de Koh-Lanta, tout ça. Des youtubeurs, t'as des sportifs. Mais derrière j'avais vu Philippe Lachaud, justement, Tarek Boulali, je me souviens. Et puis après t'as tous les youtubeurs. Donc t'avais et surtout c'est les joueurs du PSG qui étaient là, qui avaient joué. Blaisou, il était là hier. C'est parce qu'en fait, cette année, pour la première fois, il y avait le gros jeu Fortnite qui était présent sur le salon. Donc c'est le même stand que j'avais vu en Allemagne à la Gamescom. Donc c'est un grand stand rectangulaire où en fait tu ne joues pas du tout au jeu. Le but c'est juste tu viens t'éclater. C'est quand t'as fait la file d'attente et ta photo assez longtemps, on te file un skin pour ton personnage dans le jeu. Donc un truc exclusif, un code que les gens venaient me réclamer en DM sur Twitter en disant si tu y vas tu me le récupères, je te l'achète. Enfin, c'était vraiment c'est délirant. Et donc du coup sur ce grand stand rectangulaire ils avaient mis une tyrolienne pour traverser le stand. Donc c'est vraiment du délire total. Il y a une espèce de taureau là, tu sais. Il y avait voilà, c'est ça, en mode tauromachie où tu sais, tu montes dessus. Et taureau mécanique. Taureau mécanique, taureau mécanique, il faut tenir dessus, donc c'était en forme de fusée. Et effectivement, là tu tombes sur un public qui est très jeune. Ah ouais. Mais alors, c'est-à-dire qu'habituellement, la Paris Games Week, tu es déjà sur du 14-16 ans. Ouais. Et là, tu tombes sur du 10, 12 ans. Alors, à la soirée de lancement et les jours d'après, ouais. C'est-à-dire, est-ce que c'est des enfants de gens qui sont invités? Oui, c'est pas ça. Il y a des enfants d'invités. Et alors, il faut imaginer, du coup, les jours suivants, donc j'y suis retournée le samedi. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'habituellement, les couloirs sont blindés partout, tout le temps. Et là, cette zone Fortnite attire tellement les foules qu'en fait, tu peux presque naviguer dans le reste du salon. C'est-à-dire que ça a vraiment... Ah oui, c'est pas mal, ça les stocke un peu tous au même endroit.
Mais non, impressionnant. Et pareil, en face, du coup, tu as le concurrent, parce que Fortnite, c'est les jeux Battle Royale où tu es à 100 sur une carte et tu te butes jusqu'à ce qu'il en reste qu'un, ou par exemple. Ah oui, c'est ça, je savais. Ouais, c'est exactement ça. Les versions cartoon, donc pour les enfants, accessibles aux enfants, en fait. Mais bon, le principe, voilà, mais moins agressif que PUBG qui est juste à côté, qui est la même chose, le même concept, mais version réaliste, Player Unknown Battleground. Donc c'est du 100 contre 100. Alors eux par contre, beaucoup plus adultes, et qui avaient mis un stand avec 50 PC versus 50 PC en face, grosse arène, gros combat. Avec les écrans de chacun, tu voyais le visage de chacun des mecs, c'était assez impressionnant. Eux lors de la soirée de lancement le jeudi, ils avaient invité que des influenceurs, ils avaient fait un mur du coup d'influenceurs, donc tu les voyais tous... Mais il avait pas un match à préparer, Marquinhos? C'était jeudi soir. Et ouais, le jeudi 25 août. Mais ouais, donc du coup, gros événement parce que c'est des jeux qui n'étaient pas forcément présentés avant et qui là maintenant ont des stands mais qui sont aussi gros qu'un stand PlayStation. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et des événements. Il y a eu Sean Bean qui est venu du coup, c'était vendredi sur le stand PlayStation parce que cette année, il participe au jeu Hitman, qu'il joue de son rôle d'homme qui meurt dans tous les films et toutes les séries. Non mais exactement ça. Alors je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien parce que c'est un peu triste de jouer sa carrière là-dessus. Et donc du coup c'est le hashtag tuer le revenant, dans le sens tuer l'homme qui revient toujours. Il y a même la star internationale à la Paris Games Week cette année. Et t'avais effectivement Blaise Matuidi qui est venu sur le stand Orange Ligue 1 qui était là vraiment. Donc la Paris Games Week continue à grandir et je pense qu'elle attire toujours autant de monde. Après j'ai trouvé que le public avait quand même vachement rajeuni mais c'est lié au jeu en fait plus. Oui et moi j'ai trouvé surtout cette année qu'il y avait moins de nouveautés dans les jeux à tester. Alors exactement. Tu vois, il y avait Tomb Raider qui est déjà sorti depuis. En fait, le gros inconvénient de la Paris Games Week, c'est que le salon arrive avant Noël pour donner envie d'acheter les jeux. Le problème, c'est qu'ils présentent surtout des jeux qui sont déjà sortis. La plupart du temps, côté journaliste, les journalistes boudent un peu l'événement puisque les jeux, ils les ont déjà testés sur tous les autres salons de l'année. Tu vois, le salon arrive hyper tard. Du coup, il y a un moins grand intérêt là-dessus. En fait, je pense que c'est vraiment un salon grand public. C'est très grand public même. Au début, le salon donnait un peu plus une impression de pouvoir jouer à des exclusivités, qui maintenant n'est plus vraiment le cas. Disons que les gens sont plus là pour vendre le jeu qui va sortir à la fin de l'année, pour l'offrir à Noël, quoi. Mais ouais, et donc du coup, il y a, sur le salon, t'as 3 parties. Donc la partie principale dont on parlait là, avec tous les jeux qui sont présentés. Il y a une partie familiale qui existe au milieu, qui est assez vide tous les autres jours et qui est pourtant hyper intéressant. Tu retrouves les mêmes jeux, mais juste c'est pour les enfants. Alors qu'en vrai, tu peux y jouer en tant qu'adulte, il y a aucun souci. Avec même UCPA qui est présent si tu veux que ton gamin il aille se défoncer en faisant un peu de sport pour le calmer un peu. T'as une partie bibliothèque où ils mettent en avant des bouquins, une partie métier, vraiment pour te renseigner sur les écoles, une partie art où t'as des tableaux qui sont exposés, donc il y a vraiment de tout. Un deuxième hall un peu différent. Tu as le 3e hall de la folie qui est lié à l'e-sport et aux compétitions. Et donc là tu as du coup toutes les grosses marques de constructeurs, tous les gros qui font leurs compétitions, donc tu vas avoir les compétitions mondiales de PUBG, tu vas avoir tellement de trucs, tu vas avoir du Overwatch, du Hearthstone, même Just Dance, ils avaient de la compétition sur place, donc là c'est du stand où c'est la folie parce que c'est vraiment ça. En fait tu te retrouves devant comme si t'étais devant un match de foot, mais c'est devant un match de e-sport. T'as vraiment une ambiance différente dans les 3 halls puisque le hall e-sport en fait il est animé par le fait que les gens jouent aux jeux vidéo et que les gens qui les encouragent autour. Le hall plutôt familial, c'est vraiment, tu retrouves les familles qui viennent jouer ensemble, ils viennent tester les petits jeux. Et là, t'as le grand hall avec tous les jeux, où là, c'est l'animation sur les stands, où t'as vraiment le mec qui vient chauffer la salle en mode, on va vous lancer des goodies dans la foule, où c'est la musique de boîte de nuit en permanence. Vraiment, ça a 3 sacrées ambiances. Mais ça reste un salon où en fait, j'ai un petit affectif quand même, parce que tu as des zones avec des petits jeux cachés. T'es des gens qui n'ont pas eu trop de thunes pour s'acheter un grand stand et qui sont sur des petites parties. En l'occurrence, t'as le Made in France. Oui, ce jeu-là, j'ai trouvé très cool. Made in France qui habituellement est expulsé côté des enfants, tu vois. On le voit pas trop. Et là, cette année, il a été rassemblé avec les grands. Du coup, ça présente que des jeux qui sont développés en France. L'avantage, c'est que les équipes sont là souvent. Parce que, ils ont pas de quoi se payer de la com. Donc, t'as vraiment les devs qui sont présents sur place, qui viennent présenter le jeu avec beaucoup d'amour et d'affection pour leur jeu. Tu vas le tester, 5-10 minutes, le mec, il va vraiment t'en parler, t'expliquer. T'as pas des queues de 3 heures, t'as pas tout ça. Et t'as un côté qui est vachement cool. Alors, c'est au milieu des grands maintenant, à côté des grands, donc c'est bien pour eux parce qu'ils vont attirer plus de monde. Mais toi, quand t'es à l'intérieur, tu passes un bon moment, quoi. Donc ça fait partie des beaux trucs, quand même, derrière la Paris Games Week, derrière cette foule de gens, derrière tous ces ados hystériques. Comme chaque année, nous avons eu les traditionnels reportages télévision qui disent non, les jeux vidéo, ce n'est pas que pour les enfants. Et eux, ils filmaient des mecs de 40 ans qui disent ah ouais, moi je joue aux jeux vidéo. Ou alors des filles qui disent oui, moi aussi je joue aux jeux vidéo. Tu fais waouh, c'est génial que chaque année ils se rendent compte à ce moment-là et qu'on casse un peu plus les stéréotypes. Mais par contre, c'est pas le cas sur la
la Comic-Con ou la... Non, parce que Manga. c'est plus moitié homme, moitié femme, vraiment le problème. C'est que par Games Week, c'est quand même un public assez masculin, même si quand même de plus en plus de filles. D'ailleurs, cette année, il y avait l'initiative Women in Games qui était présente, qui vise à promouvoir les femmes dans le jeu vidéo. Donc elles avaient leur propre stand et elles sont pas mal intervenues, elles discutaient pas mal avec les gens dans les avenues. Elles étaient au niveau de la zone enfant pour essayer justement de sensibiliser les familles et les enfants au métier en fait du jeu vidéo, pour essayer en fait qu'il y ait plus de filles, de femmes dans le jeu vidéo. Voilà, mes salons. Du coup, on reprend et on va parler cinéma avec des films qui sont sortis au cinéma et qui vont sortir au cinéma et qui sont sortis sur Netflix. Et je vais commencer avec le film le plus plombant du moment qui s'appelle 22 juillet, qui est donc sorti sur Netflix, qui parle des attentats, de l'attentat du 22 juillet 2011 en Norvège. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Tu sais, j'avais oublié, c'est triste, mais j'avais oublié qu'il y avait eu cet attentat. En fait, c'est ce que je me disais, c'est qu'en fait, c'est pas lié à ton pays, et du coup, il est moins marquant sur la durée, parce que nous, on l'oublie plus vite, et on a eu les nôtres. Donc, l'impact est assez différent. Donc, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'il y a un homme, Rémi, qui a posé une bombe pas loin des bureaux du Premier ministre, qui a explosé. Pendant que c'était la panique là-bas, il en a profité pour se déguiser en policier, d'aller sur une île où étaient rassemblés des jeunes travaillistes, je crois que c'est le terme exact, et il y avait une centaine, 200 jeunes qui étaient là. Lui, il était armé, eux, ils étaient sur une île pour genre un camp de vacances, et il a arrosé tout ce qu'il a pu, donc c'est à peu près 70 morts. Donc ça a été un événement très compliqué à vivre pour le pays. Et il y a du coup 2 adaptations qui sont sorties cette année, dont une sur Netflix qui s'appelle 22 juillet, qui est un film de Paul Greengrass, qui s'est déjà occupé de films relatant des faits réels. Donc là, il s'est basé sur le bouquin d'une journaliste qui a relaté les faits se basant sur les vraies personnes, en utilisant les vrais noms, autant les survivants que les morts. Et il en découle un film qui démarre au moment des attentats et qui continue jusqu'au jugement final. Donc là, tu vis la reconstruction jusqu'au... Ouais. Et heureusement, parce que... Le mec, il est pas mort? Non, il est jugé. Il a été jugé il y a pas très longtemps, je crois. Il a été jugé il y a effectivement pas si longtemps, et c'est surtout un personnage qui est assez fou dans le sens où en fait il en parle sans aucun problème. C'est-à-dire que il ne nie pas, il est complètement, alors il a clairement un problème psychologique, mais du coup effectivement il l'a pas nié, il a énormément parlé, et ce qui permet d'en faire un film derrière, puisqu'on sait ce qui s'est passé dans les moindres minutes dans l'affaire. Donc le film est très complexe à voir, c'est la première fois où j'ai dû mettre un film en pause parce que je pleurais beaucoup trop. C'est-à-dire que j'étais plus capable de voir l'écran tellement je pleurais. Donc j'ai arrêté 2 fois le film. Mais c'est 30e minute à la 40e minute. C'est filmé sur le point de vue à lui, alors, c'est-à-dire genre quand il tire sur les gens, enfin il y a plusieurs choses en fait. Ça démarre sur lui, puisque tu vas le voir commencer à préparer ses attentats. Et en fait, tu vas suivre le Premier ministre aussi, qui a eu un rôle important dans l'affaire puisqu'il a dû gérer cette crise. Tu vas avoir le rôle de l'avocat des terroristes. Tu vois l'attentat différent. Et tu vas avoir le rôle d'un des jeunes qui est sur l'île, un des survivants, mais blessé quand même dans l'histoire, et qui est un de ceux qui a témoigné au jugement plus tard. Donc tu as vraiment tous ces personnages-là, et tu vas les suivre à tous les moments marquants de l'affaire. Donc les 30 premières minutes, c'est vraiment... Donc en fait, il n'y a pas de spoil dans l'histoire, donc je peux vraiment vous expliquer la construction. Les 30 premières minutes, c'est uniquement l'attaque, qui est très dure à vivre, mais faut la faire d'un coup parce que sinon tu pourras jamais relancer le film. Après, tu as à peu près une dizaine de minutes sur les familles qui découvrent. C'est là où j'ai fait ma deuxième pause. C'est les familles qui sont là, qui cherchent leurs enfants. T'as pas de liste. L'événement vient d'arriver. Tu viens de subir des attentats à côté d'une explosion et tu apprends que ton gamin qui était sur l'île, il est peut-être mort. Donc c'est très très complexe. Et après, t'as toute la phase de reconstruction. D'un côté, tu as justement ce jeune homme qui a été blessé, qui a perdu ses amis, qui a perdu énormément de choses et qui doit se reconstruire, et à qui on dit ça serait bien que tu parles au jugement. Donc c'est-à-dire qu'il affronte le tueur. Ça, et tu as l'avocat qui doit défendre quelqu'un qui a tué 70 adolescents. Donc c'est le film, il est fou. Il est hyper complexe parce que c'est pas sur un documentaire comme ça a été fait avec les attentats de Paris, où c'était vraiment un documentaire déjà de ça. Il était déjà très complexe. Et là, en fait, ce qui est assez dingue, c'est que tu regardes le film, tu es choqué, c'est hyper violent et tu te dis mais c'est vrai en fait. Enfin, en plus c'est vrai, et tu te mets à la place des personnages en te disant mais c'est incroyable. Je comprends pas comment tu peux vivre à ça et survivre à ça. Le film est vraiment plus sur les impacts, parce que t'as vraiment une demi-heure des événements, et c'est en fait en regardant le film tu te dis à quel point c'est dingue, mais il était déguisé en politique. Oui, et puis surtout c'est un pays aussi qui est pas du tout habitué
à ce genre de Ouais. violence. Et c'est pareil, c'est comme nous, c'est C'est pas ça. du tout préparé. Il y a personne d'autre qui est armé, il y a personne d'autre qui peut l'arrêter. Voilà. Enfin, c'est... Il joue beaucoup sur lui a beaucoup joué sur le fait il y a des attentats, donc moi je suis policier, on m'envoie pour protéger l'île en fait. Face à l'autorité, tu te soumets, enfin tu te poses pas la question de c'est pas possible. Et en fait le film t'explique beaucoup tout ça et c'est assez dingue. Après t'es mélangé entre le sentiment de le film est fou, il m'a fait ressentir des émotions de dingue, mais en plus c'est la réalité. Et c'est assez fou. Donc je pense qu'il est à voir, mais il faut être préparé parce que comme le documentaire sur les attentats de Paris, enfin quand c'est vrai, quand c'est aussi violent, c'est complexe à C'est lire. dur, Donc, je suis contente de l'avoir vu, mais il a été très dur à digérer. On va enchaîner avec un deuxième film encore passant. Mandarine, qui a un joli nom, qui a un nom un peu plus sympa. On mais reste sur un sujet un peu qui mêle aussi fiction et réalité. Parce que du coup, moi, je vous parle des Chatouilles qui sort le 14 novembre. Il y a une petite note. Comme vous le savez, je ne suis pas très à l'aise avec les noms. C'est un film d'Andrea Bescon et je crois, d'Éric Métayer. Ils sont deux à réaliser. Et c'est adapté d'une pièce de théâtre dansée d'Andrea Bescon qui raconte son enfance et le fait qu'elle a été abusée sexuellement par un ami de la famille et qu'elle a externalisé tout ça et par la danse, par les mouvements et par une colère qui devait sortir de son corps. Donc c'est un film gay et convivial. C'est bien foutu. Je déteste les flashbacks, il y en a beaucoup, et en fait ça passe super bien. On la suit elle aujourd'hui qui parle à sa psy et qui raconte ce qui s'est passé. Donc elle va raconter l'histoire, comment cet ami de la famille qui est joué par Pierre Deladonchamp qui est absolument flippant. Enfin moi enfin vraiment tête du tueur en série quoi. Mais avec une gueule d'ange en mode c'est atroce. Donc voilà petite ce mec-là lui dit, attends, le dis pas à tes parents, viens, on va faire des chatouilles, machin. À 6 ans, tu dis rien, à 8 ans, tu dis rien, et puis tes parents, ils veulent pas voir parce que lui, il est génial et machin. Et puis, à 20 ans, ça commence à te ronger et tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà, ça suit un peu son histoire, comment est-ce qu'elle veut sortir de ça parce que ça la ronge dans ses relations avec les autres, avec les hommes en particulier, avec son métier de danseuse où elle est très instable, donc ça passe par de la drogue, ça passe par beaucoup d'excès, des conflits avec sa famille parce que donc dans sa famille, personne ne veut voir ce qui s'est passé. Et 60 ans de son père, il y a donc ce Gilbert qui est là et qui lui fait la bise et qui est maintenant avec ses enfants, ses petits-enfants. Et quand elle le voit avec une petite fille, elle se projette tout de suite sur ce qui s'est passé. Et elle se dit, c'est pas possible, en fait, il va recommencer. Donc il faut que je parle, il faut que tout le monde sache qui c'est. Et quand elle le confie à ses parents, sa mère ne veut pas la croire. Sa mère, c'est Karine Viard. Elle est abjecte. Enfin, c'est un film de gens abjects, hein. Parce qu'elle refuse de voir l'évidence et qu'en gros elle dit mais en fait tu l'as bien cherché avec tes petites jupes. C'est très chaud comme film, c'est assez maladroit aussi parce que on sent que c'est pas une réalisatrice, on sent que c'est son premier film, que c'est son histoire et que du coup donc il y a des choses clairement qui vont pas, il y a des voix off qui sont pénibles, t'as des trucs un peu imaginés, des traits un peu gros, mais au final tu te dis putain mais la meuf elle est tellement à nu sur ce qu'elle raconte, elle est tellement dans de traumatisme que t'es obligé de te dire à la fin bon ok ça m'a eu, quoi. C'est pas un film dont on se souviendra dans 10 ans, hein. C'est pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas, pour ce qu'il raconte et pour comment il est fait, c'est intéressant parce que même dans la mise en scène, on est sur quelque chose qui est très près de la danse et moins proche du cinéma. On a énormément de scènes où au lieu de parler, il y a des moments de danse où tu vois juste que t'as quelque chose qui veut sortir d'un corps, quoi. C'est une belle histoire, ça a mérité d'être raconté. Et à côté de ça, c'est tourné par des acteurs géniaux qui permettent aussi de faire un peu de place à la fiction, quoi. Qui permet de rendre le truc digeste parce que c'était juste elle, seule en scène, qui te raconte comment Gilbert, un gros connard. À mon avis, tu sors, t'es un peu plombé, quoi. Je pense que son spectacle devait être très très dur. Un film à voir et qui fera parler de lui parce qu'on est dans des sujets très actuels. On va dire qu'elle, c'est pas une tête d'affiche et qu'elle joue première rôle, quoi. Ouais, ok. Voilà ça pour sort moi. Aujourd'hui, le jour de la sortie du podcast. C'est bien fait, hein. On est comme dans la Bien vidéo. organisé. Et comme je suis un peu devant, je veux dire qu'ils feront quotidien le 13 novembre. C'est quasiment sûr. On prend le pari? Ouais. Et du coup, on monte au niveau film pour arriver sur un truc encore plus joyeux, j'espère, parce qu'en vrai, je ne sais pas du tout, mais... Et du coup, on va parler de Crazy Rich Asians. Tout à fait. Alors, qui ne veut pas dire que les Asiatiques sont fous, c'est crazy rich, dans le sens c'est follement riche. C'est-à-dire démesurément riche. Des Asiatiques démesurément riches. Donc ça parle, c'est adapté d'un bouquin que j'ai d'ailleurs sous la main, qui est écrit par Kevin Kwan, et qui a été un gros best-seller il y a quelques années, que moi j'adore. Pour ceux qui aiment les Sophie Kinsella et les confessions d'une accro au shopping et tout, c'est un peu dans le même délire dans l'écriture. C'est très facile à lire, c'est le genre de truc qui t'amuse, qui te fait rire, t'as l'histoire romantique. Mais il est sorti en français ?
Oui, il est sorti en français il y a longtemps. Hein. Il est parce que aussi, là, on va chez juste. nous en- Parce qu'elle a la version anglaise Je l'ai mis en anglais. Voilà. Ce genre de Du coup, je me pose la question ce de genre de s'il est petit sorti en livre français. comme ça, je l'ai lu en anglais parce que c'est plutôt sympa. Et donc c'est une plongée au cœur de tout cet univers de riches asiatiques qui vivent à Singapour. Donc c'est une communauté en plus qu'on connaît beaucoup moins que ce qu'on a l'habitude de voir, alors pas du tout, sur les codes des familles en Asie, notamment chez les Chinois, la communauté des Chinois et tout. Donc c'est adapté en film qui sort le 7 novembre. C'est hyper drôle, hyper bien foutu, très fidèle au livre, donc ceux qui ont aimé le bouquin ils vont adorer le film, et en fait ça fout une pêche incroyable et c'est un vrai succès au box-office, un succès surprise, parce que je pense qu'il y a un côté communautaire qui ils ont explosé tous les scores aux US. Ouais, c'est des gros records, mais moi je suis hyper surprise parce que la bande-annonce, sincèrement, je la trouve Alors je horrible. n'ai pas vu la bande-annonce. Bah regarde-la et dis-moi, parce que je trouve que ça a l'air affreux. Mais ça m'étonne pas trop parce que j'imagine ce sur quoi ça doit jouer dans la bande-annonce. Bah regarde-là et tu me dis si du coup ça ressemble au film, parce Mais que en auquel cas je n'irai pas. T'as quand même des vrais moments très touchants, je trouve, dans ce film. Il y a quand même une belle histoire d'amour en plus entre les deux personnages donc principaux, puisque pour rappeler, en fait, l'histoire, c'est une fille, une américaine, donc une sino-américaine, qui est donc d'origine chinoise, mais qui a grandi toute sa vie et qui a vécu toute sa vie aux États-Unis. Et en fait, elle est maquée avec un mec depuis 1 an et demi et tout, mais elle avait jamais rencontré sa famille. Donc, ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce mec, c'est juste le plus gros parti de tout Singapour, voire une bonne partie de l'Asie. C'est-à-dire que sa mère et ses parents sont richissimes, il a hérité de plusieurs hôtels, de tout ça. Et donc toutes les filles veulent l'épouser, tu vois, toutes les princesses en devenir, toute la haute société de Singapour veut absolument l'épouser, mais elle le sait pas. Donc quand elle débarque là-bas, elle va voir sa famille en se disant super, on va faire un petit voyage à Singapour et tout. Elle découvre sa vie, elle découvre ça, et elle découvre surtout toutes les garces qui veulent absolument... elle a pris le beau parti, quoi. Voilà, elle a pris le beau parti. Et donc, non seulement toutes les garces qui veulent l'épouser, et surtout sa belle-mère, qui est jouée par Michelle Yeoh, qui est toujours... mais canonissime, avec une classe incroyable, et elle pourrait jouer n'importe quoi. Elle, c'est pareil, je l'admire à fond. Et elle est excellente en belle-mère qui, pour le coup, elle est à fond sur les traditions. Donc, pour elle, que son mec que son fils épouse une fille qui est américaine, ça veut dire qu'il restera aux États-Unis, qu'il resterait pas auprès de sa famille à Singapour. Et pour elle, c'est pas concevable, parce que une fille doit rester à la maison et l'homme, enfin tu vois, lui il doit être avec sa famille. Elle est très Elle est très traditionnelle, de par son histoire à elle aussi, ce qu'on découvre aussi au fur et à mesure du livre, et en fait du film. Et t'as plein de personnages qui sont comme ça, très touchants, parce qu'en fait tu te dis ah ouais, mais elle, c'est une garce, ah ouais, elle est horrible et tout, ou au contraire elle a trop la classe parce qu'en plus elle est richissime, bah ouais, mais à côté sa vie elle est merdique parce qu'il se passe ceci ou cela. Et c'est très sur un monde d'apparence, à quel point cette société et cette culture t'empêchent de montrer ce qui ne va pas, t'oblige à rester à ta place quand t'es une femme dans certaines situations et tout. Et donc ça joue là-dessus, donc c'est à la fois hyper émouvant, c'est une vraie rom-com dans tout ce qu'on aime, avec des moments très cucu et très mais très sympa. C'est comme ça qu'il faut le vendre. C'est aussi très drôle parce qu'il y a des vrais moments où franchement, moi je me suis vraiment bien marrée. C'est hyper punchy, c'est très coloré, ça me fait penser un peu à des moments dans Pitch Perfect où t'as la musique qui débarque et c'est un gros ça a l'air bien alors. Et tout. En fait, ça te fout juste une pêche incroyable. Donc, tu ressors de là, t'es content. C'est vraiment le truc à voir entre amis, avec l'hiver qui arrive. Famille, ça réchauffe Noël. le cœur. Moi, j'adore. Voilà, j'ai vraiment adoré. C'est mon film coup de cœur. C'est un peu le guilty pleasure. C'est vraiment le film comme ça que c'est mon petit Mamma Mia. C'est un peu ton Mamma Mia, effectivement. Je le reverrai avec plaisir, en tout cas. Ouais, quand ils avaient commencé à en parler aux US, je m'étais dit, mais quand est-ce qu'il arrive en France, quand même? C'est vrai, moi aussi, parce qu'ayant lu le bouquin, oui, je comprends, quand tu... C'est que j'ai pas lu le bouquin, mais non, je pense que j'ai pas envie de le lire. Je veux voir le film. Oui, je veux vivre le film. Bah, du coup, c'était tout pour nos recos ciné. Et on va passer au coup de cœur avec Marine. Qui va nous parler musique. Et pour une fois, elle change pas de sujet au dernier moment. Musique, non. Parce que la dernière fois, j'ai dit que tu allais parler de musique et en fait, non, t'as pas parlé de musique, t'as parlé de foot. Et là, c'est bon. Je fais des petits pièges.
Du coup, moi, je vais vous parler d'un groupe dont tout le monde parle aujourd'hui et que vous devez connaître, ou pas, qui s'appelle Parcells. Parcells, ce sont des Australiens. Ils s'étaient fait remarquer début d'année dernière avec un titre qui s'appelait Overnight, qui était signé avec le Daft Punk, qui était très très cool et qui annonçait vraiment de belles choses pour la suite. Ils viennent de sortir leur premier album. Du coup, alors vous devez le voir sur Spotify, dans le métro, partout. L'affiche, c'est 5 mecs qui sortent d'un avion très bleu, qui descendent l'escalier. C'est Dragostea Dintaj. Ozone. C'est Ozone. C'est des Ozone australiens. Et du coup, c'est un album qui est juste ultra dansant. Quand on l'écoute, on est de bonne humeur. C'est vraiment quelque chose qui se rapproche pas loin des Beach Boys, pas très loin de Daft Punk pour le côté dance et pour le côté, voilà, on a envie de sortir les mains, de bouger la nuque. Envie de sortir les mains. Sors tes mains. Sortir les mains des poches. Lever les bras au ciel. C'est peut-être mieux de dire comme ça. Voilà, tout le monde les adore. C'est vraiment ce qu'on appelle un peu la pop cool en mode surf et en même temps c'est bienveillant, c'est assez mignon, mais c'est pas du tout cucu, donc c'est vraiment cool. Je sais pas trop comment vous parler de cet album, le mieux c'est de les écouter. Ils seront sur scène à l'Olympia le 13 novembre. C'est complet. C'est con parce qu'en plus... On diffuse le 14. Ouais. Alors je leur refais. Ils étaient sur scène hier à l'Olympia. Ah bah c'était incroyable. Vraiment 2 heures de cohésion avec les gens, une fosse vraiment survoltée en mode tout le monde avait le smile, tout le monde se sentait en Australie et voilà, c'est vraiment un album qui est super. On avait sorti ses mains. Tout le monde était comme ça. Écoutez-le, c'est vraiment c'est pas loin d'être du génie. Oh. Ouf, bah donc. Et quand Marine dit ça, attention, elle est exigeante, hein, Marine. Moi, du coup, je vais aller écouter. Je me sens obligée d'aller écouter. Du Ouais. coup, voilà. Ouais. Et alors, du coup, là, par contre, le prochain coup de cœur, je me sentirais pas obligée, voilà, d'y aller, Si. d'aller voir. Il faut. Du coup, c'est une des sorties de Netflix pour Halloween. Et je vais te laisser prononcer le titre parce que tu le feras mieux que moi. Mais... Son coup de The cœur. Haunting of Hill House. C'est vrai que c'est un peu chiant hein, comme Ouais, titre. ouais. C'est pas Moi j'ai un peu évident. galéré. Hein. Ouais, Surtout si en tu fait, fais les H là, pas je le l'ai- hunting. C'est Il y en a qui l'appellent HHH en fait. Oui, parce que quand j'essayais ouais. de tweeter et que je cherchais le hashtag, je me suis dit Ouais. putain, mais comment j'écris déjà? C'est dans quel sens? Ouais. Tu sais, enfin, bref. Faut retenir. Et si tu tapes Hill House sur Google, Voilà. c'est pas ça. Surtout, Par Hill contre. House. Ah ouais? Ah ouais. Tu tombes pas dessus? Parce que non. moi, j'ai juste retenu Hill Je vous invite à House. taper Hill House sur Google, c'est très amusant. Merde. On testera. Oui, je sais pas de quoi tu parles. Ouais. En tout cas, voilà, c'est la série effectivement de l'automne sur Netflix. Pour moi, c'est clairement la série de l'année de Netflix. C'est la plus réussie, c'est la... De l'année. Oui. C'est pas de la meilleure de tous les temps. Bah non, après Netflix, c'est pas non plus, ça a pas 20 ans d'âge. Bah non, parce que d'abord, il y a Riverdale. Mais voilà. mais, non, mais, Ce qui veut, c'est que personne ne prend au sérieux, tu vois. mais vraiment, The Haunting of Hill House, c'est tellement bien écrit et c'est tellement plus que ce que ça veut laisser paraître. Parce que je suis comme toi, Hélène, parce que je sais pourquoi tu ne veux pas regarder cette série. Hélène a peur. Hélène a peur. Et moi, je suis une vraie flippette de la vie. Je déteste regarder des films d'horreur. Je déteste ça parce que je déteste avoir peur, en fait. Et donc, je déteste me faire peur parce que je me mets dans une ambiance de peur où avant qu'il se passe quoi que ce soit, ben, j'ai déjà peur. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, c'est pas du tout pour moi sur le papier. Sauf que, suggestion Netflix, la bande-annonce s'est lancée automatiquement quand j'ai mis mon Netflix et j'ai trouvé la bande-annonce hyper bien foutue. Et j'ai zappé le côté moins de 16 ans, ambiance film d'horreur, etc. Moins de 16 ans. Je me suis dit, ouais, c'est interdit aux moins de 16. Et tu sais pourquoi? C'est marqué pour drogue. Oui, c'est vrai, il y a le Ouais, fameux drogue. Tout à fait. mais Ouais. c'est un peu compréhensible là-dessus. Et en fait, j'ai lancé donc le premier épisode et j'ai accroché très très vite. C'est au-delà d'une série d'horreur, c'est plutôt une série horrifique, dans le sens où ça reprend tous les codes des films d'horreur. Tu vois, ça te met dans une maison hantée, tu sais, il y a des portes qui claquent, il y a des fantômes, il y a des trucs comme Mais ça ça. fait un peu peur. Mais oui, il y a quand même des Je vais moments être très où, honnête. où ça fait C'est-à-dire peur, que hein. le premier épisode, j'ai lancé un soir dans mon lit. Ah, et, moi j'ai regardé 2 jours. Hein. Et j'ai regardé 2 minutes. Et à un moment, il y a la petite qui dit: Ah, j'ai vu une femme au cou tordu. cou tordu, Et là, j'ai dit: Ok, bon, laisse tomber. J'ai même pas vu la Il y a des enfants. Oui, il y a des Alors, enfants. moi, J'ai j'ai des des enfants qui voient des fantômes. Ah non, mais les enfants, j'en ai peur. Mais c'est là, des gentils que- fantômes. Oui. Non, mais non, il y a des Oui. enfants. C'est pas les En fait- fantômes le problème. Voilà, en fait, au fur et à mesure, non mais pour de vrai, ce que j'aime beaucoup dedans, c'est qu'au fur et à mesure de cette série, des épisodes, donc tu vois cette famille ça se passe quoi dans les années 70-80, quand ils arrivent dans cette maison hantée, et tu vois aujourd'hui cette famille qui vit avec les fantômes de son passé, littéralement, de cette maison. Il y a beaucoup d'allégories dans la ces série. gens sont Cette fous. maison les a vraiment hantés et a un impact sur leur vie aujourd'hui, et ils sont tous un petit peu détraqués, les adultes. Ils sont qui pas sont dit, les on va enfants de l'époque. détruire la maison. Ils ont Mais non, essayé. justement, parce que
Non, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est hyper compliqué parce que cette série est une métaphore sur le deuil et sur vraiment le poids du fantôme du passé. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Attention, ne spoilons pas. Mais c'est vraiment hyper intéressant parce qu'au fur et à mesure, tu te dis, mais en fait, donc ça c'est une métaphore pour ça représente ça. Puis après, tu as envie d'en découvrir plus sur ces fameux fantômes. En plus, ils te les rationalisent un petit peu. C'est-à-dire que tu as quand même beaucoup de ces enfants qui sont aujourd'hui adultes. T'en as une qui est psychologue, t'en as un autre qui écrit des romans sur les trucs de fantômes en disant aux gens, moi je n'ai jamais vu un fantôme, alors qu'il vivait dans cette maison hantée, hein. Mais en fait il a toujours été dans le déni en expliquant, mais non, c'est rationnel, quand tu vois ton mari là, c'est parce qu'il te manque tellement depuis qu'il est mort que tu le vois là. Tu vois, c'est pas du tout. C'est vraiment. Non, mais il faut regarder. Toujours rationalisé. Non, mais Après, pour de vrai, moi j'ai regardé tous les épisodes de jour parce que je me voyais pas tout seul derrière des sujets. Hors de question que je regarde ça de nuit. Ouais, voilà, mais moi j'aime pas ça. Il y a 2-3 jumpscares quand même. Il y en a un qui m'a foutu la trousse de ma vie, mais vraiment. Épisode 8. Ouais, voilà. Celui-là, il m'a fait vraiment peur. Et il y a un épisode entier, le 6ème, dont t'as dû entendre parler, qui est réalisé quasiment. C'est un faux plan séquence, tout l'épisode. Ouais. Ça, c'est dingue. Il est dingue. En termes de réel, il est canon, c'est super bien réalisé. Comme écriture et réalisation, c'est absolument magnifique. Et en fait, c'est le genre de série, surtout, une fois que tu l'as fini, t'as tout de suite envie de la revoir. Parce qu'en fait, une fois que t'as la découverte de la fin, il y a des explications tu qui veux, font exactement. que je suis pas spécialement d'accord. Si, parce qu'en fait, c'est quand tu lis des articles sur les significations de cette série, ils te disent qu'à tel épisode, en fait, t'avais un indice à cet endroit-là, qu'il faut le revoir, que t'as des fantômes que t'as pas vus. Ça, oui, il y a plein de items. Les collègues qui m'ont dit qu'il y avait des trucs que tu vois pas si tu fais pas attention. Non, mais ça, se passe dans le fond et tout. Et même des répliques en fait qui disent dès le premier épisode, qui t'annoncent la fin de l'épisode final. Enfin, c'est vraiment, t'as envie de reconstruire le film. Donc j'ai très envie de la revoir. Je vous invite à lire un article de moi qui va assez loin dans l'analyse. Dans l'analyse. Et c'est pour moi, c'est une série qui m'a fait beaucoup penser à Annihilation. Ok. Non mais alors là, non. Si, pour cette question de cette limite de la réalité et du. Le traitement est quand même extrêmement différent. C'est très différent, mais dans les sujets passés, c'est exactement la même chose. On est sur un truc de où s'arrête la réalité, où commence l'illusion. Ouais, c'est ça. Et surtout, t'as un truc, moi, qui me passionne maintenant, c'est l'espèce de réalité parallèle où, en gros, t'as deux timelines qui vivent en parallèle. Ouais, ça, c'est assez et ça, c'est hyper bien géré dans la série. Parce que ça peut être très chiant, comme tu disais, les flashbacks, en général, ça peut être extrêmement chiant dans les séries, dans les films. Là, c'est vraiment bien géré. C'est-à-dire que t'as autant d'importance sur le passé que sur le présent, parce que chaque chose a une incidence sur l'autre. Et du coup, pour comprendre les personnages, pour comprendre la série, t'es obligé d'avoir ces deux timelines qui coexistent en parallèle, et c'est hyper important. Et qui se rejoignent. Et en fait, le futur influence le passé. Et ça, c'est un concept, moi, je trouve assez fou et assez prise de tête. Mais qui est fou, hein. Mais puis t'as le lien de la famille. En fait, t'as toute la thématique de la famille qui est très importante et qui est ultra touchante. Et moi, franchement, j'ai pleuré à la fin de la série. C'est-à-dire que je la trouve ultra touchante. Non, c'est touchant. En fait, il y a un discours de Théo, qui est mon personnage préféré. Qui est moi aussi. Mais tout le monde, non, je pense. Je sais pas. Il y en a qui aiment beaucoup Luc aussi. Non. Luc, Jack and Gennaro. Théo, meilleur personnage. Mais Théo, c'est le meilleur personnage. C'est une fille. C'est un sosie d'Angelina Jolie. Oui. Mais elle est géniale et elle a un discours, notamment après cette scène qui m'a foutu la frousse au 8ème épisode, qui m'a vraiment pris au trip, quoi, où j'ai trouvé hyper touchant sur la vie, la mort, sur plein de choses. Et c'est, mine de rien, une série horrifique, mais qui te donne très envie de vivre et très envie de prendre soin des gens qui sont à côté de toi. C'est This Is Us. C'est à la sauce. Non, mais c'est vrai, je te jure, c'est vraiment ça. À la sauce Tim Burton. C'est ça. Oui, c'est pas beaucoup Guillermo plus, del Toro, tu vois. Il n'y a pas de jumpscare dans Tim Burton, je suis désolée. Non, c'est plus Guillermo del Toro. Dark Shadow. Mais il n'y en a pas des masses. Il y en a pas des masses des jumpscares. Non, et c'est plus Crimson Peak, Guillermo del Toro en mode. Crimson Peak, c'est de la merde. Non, mais poésie macabre. Des choses comme ça maintenant. Voilà. Moi, j'ai adoré. Regardez-la. Ouais, c'est super. Allez-y. Bon, on verra quand j'aurai fini Sabrina. On n'en parle pas de Sabrina. Si t'aimes Sabrina, ça va être compliqué. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était du coup un nouvel épisode de C'est arrivé près de chez nous. On s'excuse par avance pour le début de la qualité de l'épisode. Ça dépendra de comment j'ai réussi à le monter. Le podcast du coup est maintenant bimensuel. En attendant le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et sur le blog We Are Girls avec un Z. Tous les comptes Twitter, Instagram des filles sont dans la description, comme ça vous pouvez les retrouver en ligne et leur dire que leurs avis sur les films sont tout à fait parfaits.
et que vous êtes bien d'accord avec elle, n'hésitez abonnez-vous pas à notre Instagram. à vous abonner à l'Instagram We Are Insta Girls, où on met toutes nos photos de voyage. Vous verrez, c'est super cool et super joli. Abonnez-vous au podcast, faites-nous des retours sur Twitter pour nous dire ce que vous en avez pensé, mettez-nous des petites étoiles sur iTunes. Et puis merci de nous avoir écoutés. Merci. Salut.